Bonsoir, mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de Radio Top Africa, je vous dis bonsoir. Il est 15 heures à Washington, 19 heures en temps universel coordonné et 21 heures à Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Alors, bienvenue dans cette 91e édition de Washington Débat. Nous sommes samedi 6 octobre 2012. Principaux thèmes de cette édition, les Nations Unies à New York ont donc tenu la 67e session de l'Assemblée générale de cette institution. Comment voyez-vous le renforcement de la sécurité et de la paix dans le monde après donc la tenue de la 67e Assemblée générale? À la 67e Assemblée générale justement des Nations Unies à New York, quelle avancée significative avez-vous notée dans la volonté des dirigeants du monde à renforcer cette importante institution internationale créée en 1945. L'Afrique réclame toujours un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Pourquoi, à votre avis, l'ONU traîne-t-elle les pieds pour accélérer ce dossier? Et ici aux États-Unis, campagne électorale américaine, elle continue donc son petit bonhomme de chemin. Quelle analyse faites-vous du premier débat télévisé entre le président sortant, le démocrate Barack Obama, et le candidat républicain Mitt Romney? Pour participer au débat, mesdames et messieurs, le standard est ouvert, composez le 209 647 16 00 et le code qui suit, bien évidemment, c'est le 67 21 37. Vous pouvez également nous réécouter au téléphone au 209 647 16 99 en utilisant toujours le même code. Washington Débat, une émission de Radio Top Africa, votre première radio numérique, praticable à www.radiotopafrica.com. Retrouvez-nous sur Facebook et sur Twitter, les réseaux sociaux de communication. Il est 15h05 à Washington, 19h05 en temps universel coordonné et 21h5 à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Goma où nous saluons tous nos auditeurs et auditrices. Mesdames et messieurs, cette émission est animée par Georges Léonard Sagno, moi-même donc, et Fessele Nouko en ligne de Raleigh et Alpha Paps Diallo, le directeur des programmes de Radio Top Africa. Mesdames et messieurs, une fois n'est pas coutume, comme il est de coutume toujours d'ailleurs, nous allons commencer par vous faire un tour de l'horizon de l'actualité à travers le monde. Nous commençons par la Guinée. Le président Alpha Condé a procédé à un remaniement partiel de son gouvernement marqué par le départ des militaires selon un décret présidentiel rendu public vendredi soir. Plus d'une vingtaine de ministres ont gardé leur portefeuille sans aucune permutation. François Lonsenifal devient le nouveau ministre des Affaires étrangères, en remplacement de Dr Edouard Nyankwe-Lama, qui occupera désormais le poste du département de la santé et de l'hygiène publique. Khalifa Gassama Diaby fait son entrée dans le gouvernement au ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, un nouveau département ministériel. Les généraux et anciens ministres Mamadou Ba-Teto Camara de la Sécurité et la Protection civile, Mamadou Korka Diallo de l'élevage et Mathurin Bangoura de l'urbanisme et de l'habitat sont limogés. On note également le départ des ministres des Sports Aboubakar Titi Camara, Jean-Marc Tiliano de l'agriculture, Dirus Dialé Doré de la communication, des affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance, de l'enseignement supérieur, de l'alphabétisation, des audits et du contrôle financier, promotion des langues et le ministre de la fonction publique. Au Kenya, mesdames et messieurs, la haute cour de Londres a accordé vendredi à 3 Kenyans le droit de poursuivre la Grande-Bretagne pour des crimes commis à leur encontre il y a plus de 50 ans lors de la féroce répression de la révolte des Mau Mau par les autorités britanniques. Le juge Richard Macomb a estimé qu'un procès équitable restait possible en raison de la présence de preuves pertinentes, donnant ainsi tort au gouvernement britannique qui réclamait la prescription des faits. La femme et les deux hommes âgés aujourd'hui de 60 à 70 ans affirment avoir été torturés et victimes d'abus sexuels
alors qu'ils étaient en détention dans un camp britannique. Toujours en Afrique, mesdames et messieurs, un rapport de l'ONU riche en révélations, rapport confidentiel du groupe d'experts des Nations Unies sur la Côte d'Ivoire doit être débattu dans les prochains jours au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce rapport intermédiaire de 26 pages est explosif tant il paraît accablant pour les leaders pro-Gbagbo en exil en Afrique de l'Ouest. Les enquêteurs des Nations Unies ne dédouanent pas les autorités ivoiriennes de certaines violations de l'embargo, comme par exemple des munitions vendues au Burkina Faso et qui avaient pour destination finale la Côte d'Ivoire. Abidjan a aussi importé des équipements radio, des couteaux de combat et des uniformes sans avertir le comité de sanctions. Le rapport dénonce un complot de la part des pro-Gbagbo. Cependant, c'est surtout pour les leaders pro-Gbagbo en exil en Afrique de l'Ouest que ce rapport est accablant. Ceux-ci réclament régulièrement que la lutte armée ne fait pas partie de leur philosophie et pourtant, d'après les 5 experts de l'ONU, plusieurs dignitaires de l'ancien régime continuent d'organiser la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Ainsi, on peut lire dans ce document que le 12 juillet dernier, une réunion s'est tenue à Takoradi, au Ghana, où 3 groupes d'exilés composés chacun des militaires et des civils ont décidé d'unir leurs forces et de définir ensemble une stratégie pour reprendre le pouvoir à Abidjan. Ainsi, sans que cela soit exhaustif, l'ex-directeur du port d'Abidjan, Marcel Gossio, le pasteur Moïse Coré, Charles Blé Goudé, Justin Koné Katinan ou encore la seconde épouse de Laurent Gbagbo, Nandi Bamba, soutiendraient politiquement et financièrement les opérations armées menées depuis le Ghana et le Libéria, note le rapport. Toujours dans ce rapport, des rapprochements inattendus, plus étonnants encore, toujours selon ce rapport, une connexion a été établie ces derniers mois entre ces exilés ivoiriens et la junte malienne, mais aussi avec les djihadistes d'Ansardine qui évoluent dans le nord du Mali. L'objectif des militaires et des islamistes maliens étant de compromettre à tout prix les actions de la CEDEAO et de son président en exercice afin de stabiliser le Mali. Un ennemi commun peut susciter des rapprochements inattendus. Voilà l'une des observations que l'on peut tirer de la lecture de ce rapport. Selon les informations des experts des Nations Unies, fin juin 2012 s'est tenue dans un camp militaire de Bamako une réunion entre 5 membres de la junte malienne, dont le capitaine Amadou Saya Sanogo et 2 envoyés de Damanas Picas, un leader de la galaxie patriotique ivoirienne, aujourd'hui réfugié au Ghana. Durant donc cette rencontre, les militaires maliens auraient souligné à leurs 2 visiteurs, le lieutenant Dibi, plus connu sous le nom de Sandokan, et un certain monsieur Fofana, leur intérêt à soutenir des opérations de déstabilisation qui compromettraient les efforts de la CEDEAO et de son président en exercice, en l'occurrence le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Plus pressant, plus surprenant encore, ces 2 Ivoiriens ont, selon les enquêteurs de l'ONU, rencontré un représentant des islamistes d'Ansardine à la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal. Objet de la discussion, la mise en œuvre d'une possible coopération future, notamment via la mobilisation des mercenaires en vue de menacer la paix et la sécurité dans la sous-région. À ce sujet, des SMS interceptés en août dernier, 3 jours après l'attaque donc du camp d'Akwedo, sont éloquents. Un homme qui a manifestement combattu pour l'accession au pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara avant de rallier l'opposition armée, fait ici état d'un nouveau genre d'action militaire des forces islamiques et touareg. Celui-ci évoque notamment une rencontre discrète entre un mystérieux colonel ivoirien et des djihadistes. Ailleurs dans le monde, mesdames et messieurs, au Vatican, l'ex-majordome du pape condamné à 1 an et demi de prison, Paolo Gabriel, a été condamné à 1 an et demi de prison. Le procureur du Vatican avait requis 3 ans de prison contre l'ancien majordome du pape. Il était poursuivi pour le vol de centaines de documents confidentiels dont certains provenaient des appartements pontificaux. Le pape Benoît XVI pourrait finalement gracier Paolo Gabriel qui a été condamné, je vous le rappelle, ce samedi. Alors, je ne suis pas un voleur, tels ont été les mots de Paolo Gabriel après le réquisitoire du procureur et avant que les 3 juges ne se retirent pour délibérer.
Après 2 heures de délibération, le verdict est tombé. L'ex-majordome n'écope que de la moitié de la peine de prison requise. C'est donc un premier chapitre qui se clôt au Vatican avec ce procès éclair. Mais l'affaire dite Batilix est loin d'être achevée car les zones d'ombre restent nombreuses. Paolo Gabriel pourrait donc, quant à lui, interjeter appel, ce qui lui éviterait la prison en Italie. Il pourrait surtout être gracié par celui qui a toujours eu la prétention de protéger, le pape lui-même. Toujours dans le monde de la Syrie, le torchon brûle donc entre la Syrie et la Turquie au lendemain des bombardements qui ont tué des centaines, près de 100 personnes, notamment à Alep et Homs. Les tensions restent vives également aux frontières. Un nouveau tir d'artillerie venu de la Syrie a frappé ce samedi matin, 6 octobre, la province turque de Hatay, ce qui a provoqué une nouvelle riposte de l'armée turque. La situation aux frontières est au centre des préoccupations du Conseil syrien, Conseil national syrien, principal courant politique de l'opposition. L'incident s'est produit près du village turc de Goukeshi, tout proche de la frontière syrienne. Selon l'agence officielle turque, le but de canon a atterri sur un terrain vague, non loin d'un poste de gendarmerie et n'a pas fait de victimes. Ankara a immédiatement riposté par des tirs d'artillerie. Le Premier ministre turc a prévenu vendredi que la Turquie n'était pas loin d'une guerre. Des mots qui ont immédiatement fait réagir la Russie qui a lancé un appel au calme. Depuis Istanbul, le Conseil national syrien a appelé le régime de Bachar el-Assad à assumer entièrement ses bavures. Pour Abdel Basset Seïda, président du CNS, Damas veut étendre la crise syrienne pour la transformer en conflit régional. En Chine, rien ne va plus entre la Chine et le Japon. Incursion de 3 navires chinois dans les eaux territoriales des îles contestées de Diaosu Senkaku. 3 navires de surveillance maritime chinois sont entrés mardi dernier dans la zone des îles Diaoyu Senkaku en mer de Chine orientale, des îles administrées par le Japon mais revendiquées par Pékin. Ils en sont sortis 6 heures plus tard, ont précisé les gardes-côtes nippons. Ces opérations vont se poursuivre afin de défendre les îles, fait savoir à son tour le porte-parole de la diplomatie chinoise. Ce ne sont plus des patrouilles, mais une présence quasi permanente qui a été mise en place par la Chine dans la zone des îles Diaoyu Senkaku. À chaque fois, le scénario est le même. Le blanc fonce droit dans la limite des 22 km des eaux territoriales entourant l'archipel. Les gardes-côtes japonais tentent de les contacter par radio en vain. Zonko Yechang et les numéros 15 et 27 sont inscrits en gros caractères sur leur coque. Autrement dit, ces navires relèvent de la flotte de surveillance de l'administration océanique d'État, placée sous l'autorité du ministère chinois du territoire et des ressources naturelles. Mardi 2 octobre, 2 militants nationalistes nippons avaient débarqué sur ces mêmes rochers contestés qui sont situés à 200 km au nord-est des côtes de Taïwan et à 400 km du Japon. Aussitôt, les 3 navires blancs, plus qu'un quatrième, ont surgi sur la zone où ils sont restés près de 6 heures. Le 18 septembre dernier, la situation avait même été qualifiée de sans précédent par Tokyo suite à l'arrivée d'une flotte de 11 patriotes chinois. Mesdames et messieurs, notre journal s'achève sur une page donc de tristesse en Algérie, mesdames et messieurs. Alors, l'ancien président algérien Chadid Ben Jedid a tiré sa révérence ce samedi des suites d'un cancer dans un hôpital militaire d'Algérie. Il était âgé de 83 ans et avait dirigé l'Algérie de 1979 à 1992. Alors, ainsi prend fin cette actualité autour du monde. Alors, nous allons revenir donc au débat. Alpha Paps Diallo, vous êtes en ligne de New York, vous êtes directeur des programmes de cette radio et vous gérez donc le studio B de New York. Un rappel donc, aujourd'hui, Alpha Paps Diallo, comme convenu, nous allons parler
des Nations Unies. Comment, alors, voyez-vous le renforcement de la sécurité et de la paix dans le monde après la 67e Assemblée générale des Nations Unies? Et justement, à cette 67e Assemblée générale des Nations Unies à New York, quelles avancées significatives avez-vous notées dans la volonté des dirigeants du monde à renforcer à réformer cette importante institution internationale créée en 1945 à San Francisco, ici aux États-Unis? L'Afrique réclame toujours un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Pourquoi, à votre avis, l'ONU traîne-t-elle les pieds pour accélérer ce dossier? Alors, nous terminerons sur une note de campagne électorale ici aux États-Unis. Quelle analyse faites-vous du premier débat télévisé entre le président démocrate Barack Obama et le républicain candidat Mitt Romney? Mesdames et messieurs, le standard est toujours ouvert et nous vous voyons très nombreux, donc 209 647 16 00 et le 67 21 37 est le code. Alors, Alpha Pape Diallo, sans plus tarder, bonsoir, et comment le soleil s'est levé aujourd'hui sur New York City? Il n'y a pas eu de soleil, c'est très brumeux ici, c'est très brumeux, il n'y a pas de soleil. C'est vrai que la côte est des États-Unis est donc sous la pluie depuis le début de cette semaine. Alors, Alpha Pape Diallo, il est question aujourd'hui des Nations Unies. Vous savez, la semaine dernière, les grands de ce monde s'étaient retrouvés à New York pour donc tenir la 67e Assemblée générale des Nations Unies. Alors, au sortir de cette assemblée, selon vous, quelle première leçon pouvons-nous tirer, Alpha Pape Diallo? Il y a eu beaucoup de promesses, disons, Georges Léonard, et les gens promettent de faire beaucoup plus de pression sur cette assemblée, mais ce qui est très bizarre, c'est que ceux-là même qui font pression, qui disent faire pression sur l'assemblée pour qu'il y ait ceci ou qu'il y ait cela, sont les premiers à ne pas respecter les règles. Vous vous rappelez, voilà, c'est quelque chose de très humain quand même. Les hommes organisent toujours quelque chose, ils font une organisation que eux-mêmes ils ne respectent pas. Vous vous rappelez, ce qui fait donc que cette assemblée, en fait, cette organisation des Nations Unies est très faible. Elle est très faible puisque elle ne peut, en réalité, elle ne peut rien décider. Et même quand elle demande aux gens de ne pas aller en guerre, ils vont en guerre. Voilà, donc on se demande même si c'était nécessaire, il y a beaucoup qui se demandent si c'est nécessaire d'avoir une organisation des Nations Unies. Ils font très peu de choses en réalité. Au début, ça allait encore, c'était après la Deuxième Guerre mondiale, comme vous l'avez mentionné. Donc les Nations Unies ont fait tampon un peu partout, ils ont envoyé des troupes, etc., pour empêcher qu'il n'y ait de guerre. Ça, c'était le rôle essentiel, le premier rôle. Mais ce qu'il y a aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Nations Unies ne peuvent pas régler les problèmes de tous les pays. Parce que le réel problème, c'est qu'il y a une inéquité dans l'avoir des gens. Les gens sont pauvres et les autres sont riches. Donc tant qu'il n'y a pas une redistribution des ressources, ça ne peut pas aller, il y aura toujours des conflits. Et ils sont tous membres des Nations Unies, mais les plus forts sont les premiers à ne pas respecter les règles du jeu. Voilà, si tel est le cas, nous allons voir l'avis de nos panélistes qui sont déjà très nombreux, Alpha Pape Diallo, je vous le signale. Alors, nous allons directement nous rendre à Washington, D.C., donc, où nous attend M. Chérif Haïdara, Elhadj Chérif Haïdara. Alpha Pape Diallo, vous le savez, Elhadj Chérif Haïdara n'est plus à présenter car, ami des médias, il était sur nos antennes lors de la campagne électorale qui a donc permis à la communauté guinéenne de renouveler ses instances dirigeantes. Alors, Elhadj Chérif Haïdara, bonsoir et bienvenue sur les antennes de Radio Top Africa. Bonsoir mon cher Georges, bonsoir à M. Diallo depuis New York, et bonsoir à tous les auditeurs qui nous occupent ce soir. Voilà, en fait, je vois qu'il pleut à New York, mais nous on a un beau temps ici. Hein. Voilà, c'est ça, voilà. Donc, on commencerait par vous souhaiter bonne fête car notre cher pays, la Guinée, célèbre cette semaine son 54e anniversaire. Donc, cela dit, Elhadj, le sujet qui nous regroupe ici, c'est donc l'Organisation des Nations Unies. Comment voyez-vous le renforcement de la sécurité et de la paix dans le monde après justement la 67e Assemblée générale qui a eu lieu à New York? Bon, je crois que M. Diallo a vraiment bien expliqué la situation sécuritaire
dans le monde en ce moment quant à la participation ou au moyen que les Nations Unies en tant qu'institution a pour plus ou moins pallier à tous ces conflits. Mais malheureusement, comme il le disait, les gens vont en guerre même si les Nations Unies les demandent de ne pas le faire. Et parfois, pour aller en guerre, il faut demander la permission des Nations Unies, malheureusement, qui ne s'obtient pas. Tant que nous n'avons pas d'autres pays qui seront en fait, du groupe des 5 qui font réellement la loi aux Nations Unies, je pense que ce ne sera pas facile. Quand nous prenons notre continent, l'Afrique par exemple, qui n'est pas représenté jusqu'à présent dans le Conseil de sécurité, et vous regardez par exemple ce qui se passe en Syrie. Les Syriens sont en train d'être tués depuis combien de temps? Oui. Mais par la faute de la Chine et de l'Union soviétique, jusqu'à présent, aucune force ne peut intervenir pour aider les Syriens. Ces jours-ci, on a vu la Turquie être forcée à se mêler de la guerre pour la simple raison que leurs frontières ont été violées plusieurs fois, leurs citoyens ont été tués par obus dans leur territoire. Donc, il a fallu que les Turcs prennent vraiment cette décision de se faire valoir, de se faire voir, savoir que bon, si vous continuez votre provocation, nous n'aurons pas d'autre choix que de vous répondre. Oui. Donc, le Conseil de sécurité est là, et depuis, ça fait combien de milliers de morts en Syrie, et combien d'autres il va en avoir avant qu'il y ait une décision d'intervention de forces militaires extérieures pour que vraiment la guerre s'arrête là. Le Mali est un cas très frappant. Ça fait combien de mois déjà que ce pays africain est divisé en deux par un mouvement rebelle, ou d'ailleurs des mouvements rebelles, et dont l'un des mouvements est connu comme un mouvement terroriste, AQMI, Al-Qaïda en Afrique. Oui. Et jusqu'à présent, la CEDEAO, depuis un moment, se bat pour essayer d'intervenir pour donner son intégrité à ce pays. Mais il faut l'accord des Nations Unies qui encore tarde, pour des raisons que seuls ne savent, à donner cet accord ou à donner des moyens pour les aider ou les supporter à vraiment pouvoir faire face à cette situation. Aujourd'hui, nous voyons des atrocités qui se passent dans ce pays où les mains des gens sont coupées en longueur de journée. On coupe en fait les pieds des gens, d'autres sont lapidés à mort dans un pays laïque pour des raisons purement, comment on appelle, religieuses, je peux dire même extrémistes. Oui. Et les Nations Unies sont là et rien n'est fait et cela ne fait que perdurer. Donc, tant que nous n'avons pas d'autres personnes qui vont s'ajouter à ce groupe de 5 et que la Chine et l'Union soviétique continuent à avoir leur veto et qu'il n'y a pas vraiment de contrepoids, ce ne serait pas facile. Donc, par intérêt, par rapport à une puissance ou à une autre, on peut soit aider un pays, arrêter des conflits ou le laisser vraiment s'étaler sur une longueur qui sera plus ou moins déterminée. Alpha Pape Diallo, avez-vous une question pour notre invité? Oui, merci Georges Léonard. Ma question pour monsieur s'adresse directement au Mali. Quelle est la position de notre pays quant à la résolution du conflit qui divise aujourd'hui le Mali? Parce que d'un côté, on parle de la CEDEAO qui doit décider, mais de l'autre, voyez-vous, les armes transitent par ces mêmes pays de la CEDEAO pour arriver chez les rebelles. Donc on ne comprend pas, il y a tout un cafouillis là. Que pensez-vous de ça, Eladj? Voilà, je trouve que ça c'est une question très pertinente. Et quant à la Guinée, je crois qu'elle fut l'un des premiers pays à vraiment envoyer des militaires en formation d'abord à Dakar. Et je crois qu'on a un certain nombre de militaires guinéens qui sont déjà sur le sol malien. Mais la Guinée étant membre de la CEDEAO ne peut pas agir tout seul. Il va falloir que, en fait, toutes ces forces venant des autres pays agissent. Vous avez vu le blocus des armements du Mali qui était commandé
par l'ancien président d'alors, Amadou Toumani Touré, pour justement faire face à cette rébellion dans le nord. Mais puisqu'il y a eu coup d'État, et vraiment on ne savait pas comment ça se passait dans le pays, la Guinée a dû bloquer à son port ses armes pour ne pas que ça tombe dans les mains de personnes qui sont susceptibles à plus ou moins alimenter le conflit. Et je crois que c'est maintenant que le président de transition a été réinstitué et que la Guinée décide enfin de laisser, que la CEDEAO ait décidé vraiment de commencer à intervenir, que la Guinée décide enfin de libérer ses armements. Mais la CEDEAO, bon, c'est des pays africains où nous avons tous des problèmes de fond. Donc nous avons tendu la main et demandé d'abord l'autorisation aux Nations Unies qui a tardé à venir. Nous avons demandé de l'aide à des pays comme la France et les États-Unis pour de l'aide logistique, d'information. Les Américains se sont limités simplement à faire une surveillance aérienne pour de temps à autre l'information réelle sur le mouvement des rebelles. Et pourquoi? Parce qu'il y a en fait Al-Qaïda qui est dans ce conflit. Donc la Guinée en tant que pays tout seul ne peut pas faire grande chose, mais en tant que membre de la CEDEAO est obligé de rester derrière la décision de la CEDEAO pour que les choses puissent vraiment se faire ensemble. Voilà, vous écoutiez donc El Hadj Cherif Aïdara, alors j'allais dire journaliste, ami de la presse et homme de communauté ici, homme d'affaires et ancien vice-président de la communauté guinéenne de Washington. Alors nous restons dans la région métropolitaine de Washington pour écouter notre frère Kaba Mamadou. Kaba Mamadou qui n'est plus aussi à présenter sur nos antennes car toujours présent à l'heure de Washington Débat. Monsieur Kaba, bienvenue encore une fois sur notre antenne. La 67e Assemblée générale des Nations Unies a eu lieu à New York. Selon vous, quelle avancée significative avez-vous notée dans la volonté des dirigeants de ce monde justement à reformer cette importante institution qui, je vous le rappelle, a été créée en 1945 au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale à San Francisco, là-bas à l'ouest des États-Unis? Merci de m'avoir donné la parole. Je salue tout le monde, tous ceux qui écoutent. Le problème des Nations Unies, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que il y a une inégalité. Je peux dire, il n'y a pas de vérité. Par exemple, on peut prendre l'exemple sur le cas de la Syrie, ce que M. Aïdara vient de dire. À cause de la Chine et de la Russie, jusqu'à présent, ils ont mis leur droit de veto, donc on ne peut pas, l'ONU ne peut pas venir pour venir au secours des citoyens. Donc je ne peux pas comprendre comment ce vote-là se fait. Qu'est-ce qu'on appelle le droit de veto? Parce que pour moi, on fait un vote quand il y a un cas pareil. Le nombre le plus grand, on prend ce nombre. Mais si deux seulement disent qu'ils ne sont pas d'accord, ça peut entraîner tout le monde que je n'arrive pas à comprendre. Je voudrais encore poser une question à M. Aïdara. Si effectivement les gens qui sont venus, qui sont actuellement au Mali, là, les intégristes là, qui veulent s'imposer, est-ce qu'ils sont venus d'où ou bien ils sont du Mali? Ils vivent dans le territoire malien ou bien ils ont traversé certaines frontières pour venir au Mali? C'est cette question-là que je voulais poser. Merci. Voilà, merci à M. Kaba Mamadou. Avant de donner la parole à El Hadj Cherif Aïdara, nous allons essayer de faire un détour du côté de New York City, n'est-ce pas, Alpha Paps Diallo, où nous attend de pied ferme un autre panéliste de renom, son nom, Alpha Isiaga Diallo, vous le savez, il n'est plus à présenter car toujours présent aussi à l'heure de nos grandes émissions, de nos grands débats. Alors, encore une fois, si vous me recevez 5 sur 5, merci et bienvenue sur nos antennes, Monsieur Diallo,
Vous n'êtes plus à présenter, je le disais tantôt. Vous êtes à New York où siège l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, créée en 1945 et qui a tenu justement au Palais des Verts de Manhattan, à l'est de New York, là-bas, alors la 67e Assemblée Générale. Quelles leçons tirez-vous justement de cette Assemblée Générale, M. Alpha Isiaga Diallo? Ok, merci M. Sagnon et bonsoir à tous nos auditeurs. Monsieur Sagnon, je crois que les gens ont oublié quelque chose. Depuis la conférence de Yalta, je crois que ça ne fait que continuer l'inégalité, comme vient de dire mon prédécesseur. Je crois que les pays occidentaux, en tout cas les pays dits développés, confirment toujours leur suprématie au niveau mondial. Mais il y a toujours, vous savez, en politique, il faut toujours mélanger les pédales pour pouvoir avancer. Je crois que l'Occident a besoin toujours des pays non alignés, les pays pauvres, les pays dits pauvres, mais il cherche toujours à faire soit créer des problèmes ici et là pour gagner quelque chose. Je crois que il ne faut pas s'attendre à beaucoup d'avancées. C'est la même chose, c'est le même scénario. La suprématie occidentale ne peut que continuer car l'Afrique étant un grand continent, il demande 2 sièges. Ils n'ont même pas un siège permanent. Je crois que c'est un peu regrettable pour tout un continent. Je ne sais pas, comme vient de dire mon prédécesseur, on ne connaît pas comment ça se fait, mais l'essentiel qui est là. Je voudrais demander à notre invité, on parle toujours de droit de veto ou en tout cas des sièges. Quels sont les critères qui peuvent vraiment donner un pays, soit il est membre permanent ou en tout cas il a un droit de veto? C'est ce que je peux dire, que c'est la même question qui revient aux lèvres. Si on parle de l'institution comme l'ONU, toujours on s'attend à des tiraillements pour chercher à prendre une décision au moment où il fallait. Je crois qu'il y a beaucoup de ratés. L'institution ne joue que son rôle. C'est comme la CEDEAO ou en tout cas l'Union africaine en Afrique. Je crois que c'est la même continuité. C'est l'inégalité totale, M. Sagnon. Voilà, merci à Alpha Isiaga Diallo pour votre contribution. Je voudrais vous rappeler, chers auditeurs et auditrices, que nous avions effectivement un invité qui était attendu. Il est toujours attendu, mais M. Mamadou Barry, dit Petit Barry, il est conseiller en démocratie et décentralisation au siège des Nations Unies à New York. Mais M. Barry a été terrassé par une maladie bénigne, c'est 24 heures, donc il n'est pas présent parmi nous. Ce n'est que chose promise. La rédaction s'excuse très fort de ce manque de présence. Mais El Hadj Cherif Aïdara, tout comme vous autres, nous essayons d'échanger les points de vue sur justement ce que nous savons de l'ONU, de sa création et justement de la réforme de cette importante institution. Je le disais tantôt, vous le savez, le continent africain demande une place au Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, vous le savez, est composé de 5 pays, donc les 5 pays sont qualifiés de membres permanents. Et aujourd'hui, avec les besoins qui se font sentir dans les pays du tiers-monde et même y compris des pays développés, je pense que il est important de discuter justement de la réforme de l'ONU. Vous le savez que l'Allemagne et le Japon ne sont pas membres du Conseil de sécurité, sont quand même des pays importants de la planète, des pays qui tiennent vraiment l'économie. Le Japon, vous le savez, en matière d'électronique et d'invention, et je ne vous dirai pas moins pour l'Allemagne. Alors, est-ce que 65 ans après, il n'est pas temps de réformer? La question reste posée. Nous sommes là pour vous ouvrir le micro. Alors, nous allons essayer de prendre encore El Hadj Cherif Aïdara pour la question sur Ansardine. El Hadj Cherif Aïdara, notre ami Kaba Mamadou, voudrait savoir d'où viennent ces islamistes extrémistes qui évoluent dans le Nord Mali. Bon, voilà, merci M. Sagnon. Et je crois qu'il n'y a pas que Ansardine. En fait, il y a les éléments de Ansardine et puis il y a, je crois, les éléments de ACMI, oui, Al-Qaïda au Maghreb, et puis il y a un nouveau groupe qui vient de surgir, qui parle du djihad dans toute l'Afrique de l'Ouest. En fait,
le mouvement a commencé d'abord par des revendications identitaires des Touaregs qui vivaient dans cette région, qui voulaient en fait créer leur État à eux. Mais ils ont été joints et aidés par ces rebelles qui étaient plus ou moins en dehors du Mali ou qui opéraient vers les frontières de l'Algérie, du Mali et de la Libye, et qui sont venus après justement la guerre de la Libye, les renforcer pour essayer de prendre le nord. Mais chacun des groupes avait plus ou moins son agenda personnel, et c'est pourquoi aujourd'hui on voit par exemple l'étouffement en Sardine. Eux qui ont commencé, ou le MNLA, qui d'abord parlait d'identité culturelle, d'identité en fait régionale. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit la suprématie des islamistes sur ceux qui ont commencé ces revendications qui existent depuis très très longtemps, mais qui n'avaient pas dégénéré en fait à une guerre ouverte jusqu'à ce point et jusqu'à arriver plus ou moins à la cessation. Mais malheureusement, ils ont reçu l'appui de ces éléments qui combattaient les troupes rebelles ou loyalistes en Libye, et sont venus en renfort et chacun est venu avec son agenda. On parlait même de la présence de certains éléments de Boko Haram, qui est une organisation terroriste ou je peux dire islamiste au Nigeria, qui sont venus avec cette histoire de faire un mouvement djihadiste pour que toute l'Afrique de l'Ouest soit dirigée par la loi de la charia. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Et vraiment, c'est regrettable. Il y a des Maliens, mais il y a aussi beaucoup d'étrangers qui sont venus se mêler à cette danse. Donc, c'est ce que je peux dire quant à la question de M. Kaba. Je crois que M. Isiaga vient de poser une autre question par rapport à la distribution de ce fameux droit de veto. Et tout à l'heure, vous avez dit, Georges, que le Japon et l'Allemagne ne font pas partie du Conseil de sécurité. Oui, ils ne sont pas membres. Voilà, pour la simple raison que c'est après la Deuxième Guerre mondiale que, en fait, ceux qui ont gagné la guerre, c'était entre le Japon et l'Allemagne qui ont perdu. Donc, ceux qui ont gagné la guerre, notamment les États-Unis, l'Angleterre, la France et l'Union soviétique, c'est eux qui ont en fait eu ce droit de veto au départ et la Chine après. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du continent africain qui n'a pas une place encore au niveau du Conseil de sécurité, mais qui en demande deux, ce qui est normal. Bon, le Japon et l'Allemagne peuvent toujours être en dehors pour la simple raison qu'ils ont été plus ou moins les instigateurs ou les provocateurs de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, puisqu'ils ont été vaincus, la loi les a été imposée. C'est pourquoi on a vu, par exemple, le partage de l'Allemagne en deux. Parce que l'Allemagne unifiée était vraiment un pays très fort. Ils avaient une force militaire inégalée. Et c'est pourquoi l'Allemagne a été divisée en deux par le mur de Berlin, qui, au temps de la présidence de Ronald Reagan et de Mikhail Gorbatchev, que en fait ce mur a été détruit et qu'on a vu la réunification de l'Allemagne, mais toujours sous le contrôle de l'OTAN, pour ne pas que le pays en fait devienne une force militaire menaçante pour ses voisins. Mais aujourd'hui, avec la naissance de la communauté européenne, et d'ailleurs l'Allemagne joue un rôle très important dans cette communauté de l'Union européenne, donc je crois que les choses se passent très bien. Le Japon a d'autres problèmes aujourd'hui que de provoquer une guerre ou de commencer une guerre avec qui que ce soit. Vous avez vu le déploiement de la bombe atomique, donc ils ont ces séquelles encore, et beaucoup d'autres pays ont par la fin pu obtenir la bombe atomique. Donc, le cas qui se pose aujourd'hui, c'est comment des pays d'Afrique peuvent être membres du Conseil de sécurité. Et c'est ce qu'il faut qu'on se batte pour qu'on ait, pour que les problèmes africains puissent être pris au sérieux. Mais les puissances qui sont là, qui représentent en fait, qui fondent ce Conseil de sécurité, sont des puissances qui ont toutes des intérêts dans les pays africains. Donc parfois,
ce soit eux, ces puissances même qui sont les instigateurs des conflits que nous avons, ou ces puissances qui vraiment entretiennent ces foyers de tension pour pouvoir mieux, en fait, bénéficier de nos ressources. C'est simple que ça. Parce qu'une Afrique stable, unie et qui se développe devient vraiment une menace pour une Europe qui, aujourd'hui, nous savons, traverse une crise économique sans pareil. Donc, il faut garder les pays africains vraiment à leur niveau. Il faut le faire coûte que coûte. Donc, c'est pourquoi ils sont eux-mêmes ceux qui commencent les conflits ou qui arment les deux côtés pour que les gens se tuent entre eux. Vous avez vu tout près de nous en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, comment est-ce que ça s'est fait? Ils ont pillé toutes ces ressources naturelles, notamment le diamant, pendant la guerre. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons une loi qui a été passée pour parler de la certification de Kimberley et avant de vendre le diamant. Et pour soustraire du marché les diamants dits les diamants de la guerre, ou ce qu'on appelle communément en anglais blood diamond. Pourquoi? Parce que les gens se tuaient pour que d'autres puissent bénéficier en fait des fruits de cette exploitation vraiment meurtrière qui a décimé des milliers de personnes en Sierra Leone, et les séquelles, on les voit encore. Il y a des gens qui ont eu les membres amputés, etc., etc. En RDC, vous avez un pont aérien aujourd'hui, les autres transportent les minéraux par le train ou par les camions, mais en RDC, les minéraux sont transportés par des avions cargo qui sont affrétés depuis l'Afrique du Sud ou d'autres pays. On vient dans le Nord Kivu prendre certains minéraux et les envoyer directement, et ces minéraux sont mis en bateau là-bas pour aller ou en Chine ou en Europe. Cette tension existe depuis, il n'y a aucun pays africain qui est épargné, donc c'est les peuples africains qui doivent se rendre compte que c'est dans notre propre intérêt d'essayer de trouver vraiment les solutions à nos problèmes entre nous en Afrique, et c'est ce qui se passe avec le cas malien, où la CEDEAO veut s'impliquer, comme la CEDEAO l'a fait avec les Comores au Libéria et en Sierra Leone. Et la Guinée a été vraiment l'un des pays qui a le plus contribué dans ce conflit pour essayer de régler le problème. Bien sûr que nous avons le Nigeria qui est le pays le plus peuplé d'Afrique noire, qui a donné plus d'hommes, mais vraiment les Guinéens sont venus et ils ont assez fait pour régler ce conflit. Et c'est le même cas qui se passe au Mali aujourd'hui, et c'est vraiment déplorable, c'est dommage qu'un pays se trouve dans une situation pareille. Ça fait combien de temps? Juste à un mois des élections présidentielles, et pour mettre un autre président, le pays se retrouve maintenant dans une situation purement et totalement chaotique, avec une junte qui se dit être en dehors de la politique, mais qui, dans le noir, tire toujours les ficelles. Nous voyons un capitaine Sanogo qui, à un moment, dit on ne veut pas d'intervention de force africaine, on ne veut pas une force étrangère, maintenant on la veut, d'ailleurs il ne faut plus qu'elle vienne dans la capitale, il faut qu'elle reste de ce côté. C'est extraordinaire, on se demande qu'est-ce qui se passe. Oui, nous avons un président qui a été... Votre exposé est très très riche en renseignements et en enseignements. Restez en ligne, on se demande qu'est-ce qui se passe. La question sera posée aux autres auditeurs. Je voudrais juste faire un rappel historique pour nos auditeurs et auditrices. Merci de votre contribution. Notre frère de New York, M. Alpha Isiaga Diallo, avait parlé de la conférence de Yalta. Je voudrais remonter un peu l'histoire pour situer l'ensemble de nos auditeurs, pour un rappel historique. Donc, la conférence de Yalta, vous le savez, c'est un petit ressort situé au sud-est de l'Ukraine qui a aussi pris son indépendance il n'y a pas longtemps. L'Ukraine faisait partie du bloc soviétique, vous le savez, au lendemain donc, de la Seconde Guerre mondiale. Tenu donc du 4 au 11 février 1945 dans le palais de Livadia, situé dans les environs de la station balnéaire de Yalta, sur la côte de la mer Noire, en Crimée, la conférence de Yalta réunit en grand secret les chefs de gouvernement de l'Union soviétique Joseph Staline, du Royaume-Uni Winston Churchill et des États-Unis Franklin Roosevelt dans le but suivant:
adopter une stratégie commune afin de hâter la fin de la guerre, régler le sort de l'Europe après la défaite du Troisième Reich et garantir la stabilité du nouvel ordre du monde après la victoire. L'objectif principal de Staline est de faire confirmer les résultats de la conférence interalliée de Moscou du 9 octobre 1944, esquissant un plan de partage de l'Europe du Sud-Est en zone d'influence pour l'après-guerre. Ce sont les résultats qui, ajoutés à ceux de la seconde conférence de Québec, débouchent sur la guerre froide. La version officielle soviétique après-guerre est fondée sur le souci de préserver l'URSS de futures attaques comme en 1914 et en 1941, en la protégeant par un glacisme territorial et politique. Dans ce but, la diplomatie soviétique œuvre pour commencer à la création d'une Pologne dirigée par un gouvernement ami de l'Union soviétique. Churchill et Roosevelt, de leur côté, cherchent à obtenir de Staline la promesse que l'URSS entre en guerre contre le Japon dans les 3 mois après la capitulation de l'Allemagne et tous les deux sont prêts pour cela à faire concession. Voilà donc un peu. Alors Staline négocie, d'autant plus en position de force qu'à ce moment, les armées soviétiques ne sont plus qu'à une centaine de kilomètres de Berlin. Par ailleurs, Roosevelt, dont la santé se dégrade, affiche une totale méconnaissance des valeurs morales de son interlocuteur en affirmant « Si je lui donne tout ce qu'il me sera possible de donner sans rien réclamer en échange, noblesse oblige, il ne tentera pas d'annexer quoi que ce soit et travaillera à bâtir un monde de démocratie et de paix. » Alors je m'arrête là pour retourner au droit de veto rapidement. Le droit de veto du Conseil de sécurité des Nations Unies, le mot veto, selon nos recherches, viendrait du mot latin qui veut dire je m'oppose. Donc les pays qui ont le droit de veto sont entre autres la France, les États-Unis, la Russie, la Chine et la Grande-Bretagne. Donc, le droit de veto à l'ONU, le droit de veto du Conseil de sécurité des Nations Unies, est un droit accordé uniquement aux 5 membres permanents du Conseil qui leur permettent de bloquer toute résolution ou décision, quelle que soit l'opinion majoritaire au Conseil. Les 5 membres permanents exercent ce droit quand ils votent négativement. Mais une abstention ou une absence n'est pas considérée comme un veto. Pour les votes concernant les questions de procédure, le droit de veto ne peut pas être exercé, ce qui permet ainsi au Conseil de pouvoir débattre d'un projet de résolution, même s'il est fort probable qu'un des 5 y mettrait son veto. Voilà donc, mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et donc panélistes, analystes, ce que nous retenons de deux concepts. D'abord, la conférence de Yalta, qui est le point de départ de tout ce que nous connaissons, et le droit de veto que sont capables d'exercer donc les 5 États ou membres permanents, la France, encore une fois, les États-Unis, la Russie, la Chine et la Grande-Bretagne. Donc voilà, Alpha Paps Diallo, le contexte historique était bien à rappeler, et vous qui avez fait l'Union soviétique, je crois que quand on parle de la conférence de Yalta et de Staline, ça vous rappelle vos cours d'histoire à l'université de Moscou, Alpha Paps Diallo. Oui, merci. Pas seulement les cours d'histoire, j'ai eu le privilège de visiter justement le palais de Livadia, c'est au sud de la Crimée, c'est au bord de la mer Noire. J'y étais pendant 6 ou 7 mois parce que j'ai mal supporté mon premier hiver à Moscou. Donc on m'y a envoyé et j'étais à 200 ou 300 mètres du palais de Livadia. Voilà, donc ça me retrempe un peu. Et oui. Voilà donc ce que je voulais dire, que les informations sont effectivement parfaites. Et il faut rappeler aussi que depuis la création des Nations Unies, comme je parlais un peu plus tôt, il y a eu des tampons. Prenez un exemple de tampon. Je parle de celui de checkpoint qu'ils ont mis à Chypre. Depuis que j'étais gosse, j'entendais parler de Chypre à la radio. Moi, j'étais très curieux. Je demandais, mais c'est quoi l'affaire de Chypre là, à mon père? Et il m'a expliqué. Et ça, j'étais un gosse dans les années 70. Jusqu'à présent, il existe ce point-là, ce checkpoint, parce que je l'ai vu à Chypre. Et ça coûte de l'argent. Ça coûte beaucoup d'argent. Alors qu'on n'en a plus besoin. Parce que à Chypre, le problème, il faut le rappeler un peu,
ce sont les Grecs qui sont d'un côté et les Turcs de l'autre. Et aujourd'hui, malgré la présence, qu'on entretient la présence de ce checkpoint-là, les gens vivent ensemble. Aujourd'hui, les Turcs veulent manger du grec, demain c'est les Grecs qui veulent manger du turc. Ils vivent ensemble. Oui. Ce sont les gouvernements qui s'affrontent, mais la population vit ensemble normalement. Voilà, donc c'est un exemple à donner. Au lieu de sortir les gens de là-bas et d'économiser cet argent justement pour envoyer un checkpoint dans un autre point chaud, non, ils ne le font pas. Et tout à l'heure, vous avez parlé de... Monsieur Sherif Haïdra a parlé de l'ACMI et des autres. Il faut bien préciser. C'est que là encore, j'ai déjà vu des événements comme ça se passer. Quand j'étais en Tchétchénie, il y avait des rebelles, il y avait une rébellion qui voulait juste leur indépendance. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Moudjahides, qui étaient des combattants en Afghanistan, ont entendu parler de la Tchétchénie et ils sont venus pour les aider. Mais en réalité, ils sont venus, ils ont pris en otage leur lutte d'indépendance. Ils l'ont transformée en lutte d'islamisation. Voyez-vous? Et donc, les Tchétchènes, on ne les appelait plus des rebelles, on les appelait maintenant des... Avant, on les appelait des rebelles, mais après, on les appelait des terroristes. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe au nord du Mali. Oui, Alpha Pape Diallo, justement, par rapport au nord Mali, je crois que il faudrait prendre des éléments en compte. Justement, la guerre de Libye, je crois qu'en est pour quelque chose. Vous vous rappelez que en Libye, la guerre d'abord dans le nord Mali ce problème avait été donc résolu par l'ancien président malien Alpha Oumar Konaré quand il est arrivé au pouvoir dans les années 90-91. Il avait dit que le nord Mali était une partie intégrante du territoire national malien et pour ce faire, il fallait que les Touaregs déposent les armes et qu'ils intègrent donc les rangs de l'armée nationale. Et donc, il était parvenu à régler le conflit. Il y a eu ce qu'on appelait la flamme de la paix à Tombouctou, justement. Et à cette flamme de la paix, beaucoup de chefs d'État africains, notamment le général Lansana Conté, notre président, avaient fait le déplacement et tout le monde en Afrique était vraiment unanime là-dessus. Et Alpha Oumar Konaré n'a pas tari d'éloge. On lui a donc rendu tous les hommages dus à son rang de chef d'État et donc de professeur d'histoire. Il avait donc réussi à déployer l'administration malienne sur l'ensemble du territoire. Mais c'est quand il a fait ses 2 mandats et qu'il est parti que justement monsieur le général notre ATT Touré est venu aux affaires et vous savez, il a commencé à diriger, il a fait, lui aussi, il était prêt à terminer son second mandat justement quand une junte s'est levée pour le renverser. Mais en fait, durant son règne, il y a eu beaucoup de choses, de distorsions causées ça et là selon des observateurs de la vie politique malienne, notamment son code de famille très controversé qui a été donc décrié, où il disait à l'intérieur du code, des articles soutenaient que la jeune fille pouvait se marier à l'âge de 15 ans et que la femme avait obligation. Donc, elle avait, en fait, le droit de la femme était un peu bafoué. Et l'éducation malienne a été aussi touchée durant son règne. Donc, et la guerre de la Libye, quand elle a éclaté, elle n'est pas venue pour arranger les choses, Alpha Pape Diallo. Les gens quelques ex-combattants qui étaient donc en Libye aux frais du guide libyen, colonel Kadhafi. Donc, ces gens-là, quand la guerre de la Libye a éclaté, vous le savez, l'OTAN avec ses bombardements, les gens ont pris la fuite. Ils sont rentrés donc au Mali. Mais ces gens-là devraient bien vivre. Le président, le gouvernement d'alors avec ATT, semble-t-il, n'a pas eu tous les moyens qu'il fallait pour prendre tous ces gens en charge. Et donc, ces gens se sont installés dans le nord du Mali, donc vous voyez, de la Libye, ils sont arrivés au Niger, du Niger, ils auraient traversé la frontière pour se retrouver au Mali. Bon, nos panélistes vont bien nous le décrire, mais c'est juste pour rappeler que le conflit libyen, franchement, à mon humble avis, et selon certains observateurs, n'a pas vraiment arrangé les choses dans le nord Mali, qui aujourd'hui est dans les mains, comme on l'a souligné, des islamistes qui ont instauré la charia. Tous les jours qui se passent sont des hommes et des femmes qui sont fusillés
et des femmes sont bastonnées, des hommes aussi sont bastonnés quand il y a des cas de vol ou en tout cas de manquement grave à leurs mœurs, à leurs coutumes, à leurs principes Alpha Pape Diallo. C'était juste une petite parenthèse. Donc le débat peut bien continuer Alpha Pape Diallo avec nos auditeurs et invités. Oui, vous avez parfaitement raison, Georges Léonard. Quand il y a la guerre dans une région, elle s'étend tout autour. C'est la même chose qui s'est passée, je vous parlais tout à l'heure de la Tchétchénie. Avant la guerre de la Tchétchénie, il y avait une guerre juste au sud c'était l'Azerbaïdjan contre l'Arménie pour une question de territoire. Et toutes les armes qui n'ont pas été utilisées à la fin de cette guerre se sont retrouvées justement en Tchétchénie. Et il y avait beaucoup d'armes là-bas, parce que les Russes, au temps de l'Union soviétique, ils avaient beaucoup d'arsenaux là-bas, puisque le coin là, c'est tout près de la Turquie. Il n'y a qu'à traverser la mer Noire, c'est tout près de la Turquie. Donc ils avaient même des missiles balistiques qu'ils pouvaient lancer contre l'OTAN. Les bases de l'OTAN se trouvent en Turquie. C'est pourquoi dès qu'il y a un conflit quelque part, le conflit dégénère et toute la sous-région est menacée. Vous voyez, par exemple, il y a un groupe que El Sherif Haïdara vient de mentionner tout à l'heure. Ce groupe a pour objectif de transformer tout l'Ouest africain en un empire islamique. Voyez-vous? Et ils sont armés, ils ne sous-estiment toutes les armes qui étaient en Libye se sont retrouvées là-bas en traversant le désert. Ils sont très dangereux. C'est ça. Oui, alors je ne sais pas, je vous rends l'antenne pour un moment, je dois recharger ma batterie, Georges. C'est ça. Donc, El Sherif Haïdara, je sais que vous le suivez encore là. Oui, Maître Georges, je vous suivais justement jusqu'à ce que je puisse vous dire, tout à l'heure, vous m'avez souhaité bonne fête pour la fête d'indépendance. Vous savez que dans la région de Washington, il y a un match de football qui a été organisé où moi-même je dois jouer contre les ambassadeurs de la CEDEAO. Donc, je suis en train de vraiment mettre mon maillot et que je me mette sur le terrain. Donc, voilà, je vais devoir vous dire au revoir bientôt. Et vraiment, bon, je crois que ce débat est très, très intéressant. Et ce n'est que partie remise et je suis sûr d'être avec vous sur les ondes la semaine prochaine pour vraiment débattre sur toutes des questions africaines et pourquoi pas guinéennes particulièrement. C'est ça. Merci beaucoup et tous nos souhaits de bonne réussite à ce match très important. D'ailleurs, nous essayerons d'être en direct dans ce match pour vraiment voir comment les vétérans de Washington vont donc battre les ambassadeurs et toute autre équipe qui serait présente sur le terrain. Merci beaucoup, El Sherif Haïdara, et à très bientôt. Ça me fera plaisir, je vais essayer d'appeler dès que je finis de jouer pour voir si vous êtes toujours sur cette zone. Voilà. Je vous dirai qui est-ce qui a gagné. Mais je peux vous dire dorénavant que les vétérans sont les favoris. Donc, monsieur Diallo, vous êtes invité à venir jouer avec nous à Washington la prochaine fois. Voilà, il entend bien, monsieur Diallo de New York. Ça va très bien. Voilà. Monsieur Sam, je vois que vous avez des auditeurs qui suivent même la radio à partir d'ici. Mais tout à l'heure, moi, je vais être obligé. Je vois que tout le monde est prêt. Il faut que je rentre dans le terrain. Mais je vous rappellerai tout à l'heure pour vraiment vous faire le tour. Yes. Il n'y a aucun problème, Elage. Et encore une fois, félicitations à vous et bon match. Merci beaucoup. Voilà. Donc, voilà, M. Kaba, rapidement pour clore ce chapitre Nations Unies, en écoutant les différentes interventions, quelle opinion avez-vous sur justement la demande de l'Afrique à obtenir une ou deux places au Conseil de sécurité des Nations Unies? Well, I have eminent and speakers today. No, speakers. Eminent speakers and foodies. Apparemment, M. Kaba est dans un milieu ambiant. Alors, M. Diallo Alpha Isiaga, vous êtes à New York, vous êtes membre du bureau exécutif de l'UFDG. Alors, quelles conclusions pouvons-nous tirer sur ce chapitre
concernant la place de l'Afrique aux Nations Unies, au niveau du Conseil de sécurité justement. Allô, Alpha Issa Gadi, allô? Oui, monsieur Sagno, vous m'entendez là? Oui, je vous reçois à 5 sur 5. Je disais, avant qu'on ne passe au sujet américain qui concerne la campagne électorale ici, quelle conclusion avez-vous sur la demande de l'Afrique à intégrer vraiment le Conseil de sécurité des Nations Unies? Et je vous rappelle que j'ai visité cette salle. Et il est temps peut-être, selon vous, de réformer le Conseil de sécurité des Nations Unies en donnant une ou deux places à l'Afrique. Oui, monsieur Sagno, avant d'aborder ce sujet, permettez-moi de parler un peu de la situation au Mali. Oui, je crois que vous venez de signaler des points très importants ici. Tous les panélistes et tous les auditeurs ont quand même signalé des points très importants. Je crois que la Libye, c'était un grenier de rebelles. À partir du moment où l'Occident, parce que n'oubliez pas que c'est ce qu'on a dit, c'est comme parce que j'ai parlé de conférence de Yalta. Pourquoi j'ai parlé de ça? C'est parce que c'est la planification des conflits. Il faut planifier pour gagner. Je crois que l'Occident a voulu quand même que ça change en Libye, mais n'oubliez pas que même les Guinéens étaient là, ils combattaient au compte de Kadhafi. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer ce point-là. C'est le nid des rebelles qui a été quand même qui a été brûlé, et ces rebelles-là ont pu fuir avec les armes. Vous avez vu que l'armée de Kadhafi n'a pas pu résister, ils n'ont rien pu faire parce que c'était une armée là où c'était le banditisme, il y avait de l'argent, il y a le pétrodollar. C'est ce qui a mis tout le monde à côté, et je crois qu'il faut faire beaucoup attention en demandant l'envoi d'une force étrangère au Mali. Les Maliens sont beaucoup méfiants. En tirant les leçons de ce qui s'est passé en Sierra Leone, ce qui s'est passé au Libéria, si on parle que la Guinée a bien combattu au Libéria, mais n'oubliez pas que les Guinéens ont beaucoup détruit les richesses. Ils ont cassé les maisons, ils ont volé des voitures, ces militaires-là. Je crois que l'envoi d'un contingent dans un pays, je crois que, en tout cas, ça peut venir en dernière position s'il n'y a pas d'autres moyens. Mais les Maliens sont beaucoup méfiants sur ce point-là. C'est pourquoi, des fois, ils vous disent non, des fois, ils disent oui. C'est parce qu'ils mesurent les dégâts, ils cherchent à mesurer les dégâts. Car dès que ça tombe, bien que le Mali n'est pas si riche que ça en sous-sol, mais le peu qui est là, je crois que les groupes vont s'accaparer chacun là où il est, et le fruit du travail, ça sera comme si, c'est-à-dire c'est archaïque, c'est la loi du plus fort. C'est surtout ce que je peux dire, que l'Afrique est beaucoup mal partie jusqu'à présent, car si nous, Africains, on ne se ressaisit pas pour trouver une solution à nos problèmes, pour que nous conjuguons le même effort pour dire non à ce qui se passe autour de nous, non à ce qui se passe au niveau aux Nations Unies, car aux Nations Unies, vous n'oubliez pas que la Chine ne faisait pas partie des 5, il était 4, je crois. La Chine est venue en dernière position, mais compte tenu de leur force, ils ont obligé le monde à avoir quand même une place de 5 voilà, droit de veto. Maintenant, pourquoi l'Afrique vient commander? On ne commande pas. Les Nations Unies, comme son nom l'indique, c'est toutes les nations qui ont quand même adopté, qui ont quand même accepté, les textes de la Charte des Nations Unies. Ces pays-là sont membres permanents, sont membres des Nations Unies, de l'ONU. Mais pourquoi l'Afrique commande? Pourquoi l'Afrique ne conjugue pas les mêmes efforts pour venir unis et sur la même voie? Si on n'a pas ça, vraiment, on va faire ça. Je crois que l'Afrique doit avoir un ton, doit avoir mesuré ce qu'il faut. On ne doit pas commander. Si, en tout cas, c'est commun, il faudra que chacun cherche à avoir sa part. L'Afrique, je crois qu'on manque de dirigeants. Il y a beaucoup de problèmes, et en même temps, n'oubliez pas, jusqu'à présent, c'est ce que j'ai dit, c'est la conférence de Yalta qui continue. Le monde occidental sert toujours à nous diviser pour ne pas que nous gagnions quelque chose de potable. C'est ce que je peux dire. L'Afrique a besoin, l'Afrique a le droit, mais l'Afrique n'a pas les personnes, n'a pas les moyens
quand même intellectuel ou en tout cas n'a pas la volonté pour s'acquérir de ces deux places qu'elle demande, ou en tout cas une place au Conseil de sécurité permanent des Nations Unies, M. Sagnon. Oui, M. Diallo, vous suiviez donc Alpha Isiaga Diallo, panéliste en direct de New York, membre de l'UFDG, bureau exécutif de l'UFDG, le parti donc de LH, Cellou Dalein Diallo. Alors, M. Diallo, vous avez évoqué des points très importants. Ce que je voudrais juste vous signaler, c'est vous croyez dire que si la Chine s'est imposée, aux Nations Unies et finalement le droit de veto lui a été accordé. Vous voulez dire que l'Afrique aussi devrait être capable de créer, d'envoyer des astronautes dans la Lune, de faire des explorations, des inventions, qu'on ait des savants, qu'on ait des docteurs électroniciens, des docteurs chimistes et ainsi de suite, pour que l'Afrique puisse quand même être capable de fabriquer, d'imposer, d'exporter. Et peut-être qu'en cela, vous pensez que l'Afrique pourrait aussi s'imposer, au lieu de demander, l'Afrique devrait aussi avoir ses armes nucléaires à elle, pourquoi pas, parce que beaucoup de pays dans le monde, ces pays qui sont membres du Conseil de sécurité sont des pays qui sont fournis militairement, bien fournis, très bien fournis d'ailleurs. Donc, c'est ce que vous semblez dire, M. Diallo, parce que c'est quand même intéressant votre exposé. Quand vous dites que la Chine n'a pas demandé, la Chine s'est imposée, c'est vrai. La demande peut venir après, mais il faudrait peut-être développer l'économie, développer l'intelligence, reformer l'éducation, avoir aussi le leadership, vous l'avez dit. Un leadership doit être mené pour que l'Afrique aille au Conseil de sécurité. C'est ce que vous semblez dire, M. Diallo. Oui, M. Sagnon, je crois que l'Afrique ne manque pas vraiment. Les ressources sont là. Je crois que l'Occident a besoin de l'Afrique. L'Afrique doit savoir que l'Occident ne peut rien faire sans elle. Mais l'essentiel qui est là, il faudra avoir ce n'est pas le cas d'une bombe, ce n'est pas le cas d'une armée, mais c'est nous, les responsables, l'Afrique et les Africains doivent quand même chercher vraiment à s'unir, ils doivent chercher à se concerter avant de venir. Mais si on demande un pays, chacun vient et maintenant on parle de l'Afrique, je crois qu'ils auront tort. C'est l'Union africaine d'abord. Il faudra que l'Union africaine soit solide. Il faut que l'Afrique arrive à s'unir pour venir en Union africaine. L'Union africaine est là, qui représente l'Afrique, c'est l'organe qui représente l'Afrique. Elle est forte, elle est unie et je crois que la division, c'est ce que profitent les pays occidentaux. Ils ne veulent et ils ne voudront jamais que l'Afrique soit membre permanent. Mais l'essentiel qui est là, avec le développement de la science, avec l'engagement de la jeunesse, je crois qu'un jour, une jeunesse qui sera là et qui pourra quand même qui pourra récupérer ses droits, parce que ça c'est le droit de l'Afrique. Là, on ne doit pas plaider. Plaider, c'est si ce n'est pas pour toi, ou en tout cas si tu es incapable. Mais n'oubliez pas que les ressources que l'Afrique possède vraiment lui faut 2 places au niveau des Nations Unies. Mais l'Afrique ne profite pas, il cherche toujours à se singulariser, à venir demander que c'est la Guinée, demander que c'est le pays là. Mais si on parle de l'Afrique, c'est l'Union africaine, c'est toute l'Afrique. On ne doit pas venir en pays. Je crois que c'est le tort, mais qu'un jour, lorsque Diallo-Telli était là en 1964, si toutefois la continuité était là depuis 1964, je crois que l'Afrique devrait être une partie intégrante des Nations Unies, comme dit l'autre, car il y avait la volonté, il y avait cette volonté, il y avait quand même des dirigeants qui quand même perçaient, qui cherchaient à savoir ce qui se passe au niveau mondial et que l'Afrique devrait avoir sa place. Mais ici, ce n'est plus le cas. L'Afrique n'existe. L'Union africaine, c'est comme si tu laves tes mains, c'est le savon, ça passe, de l'eau et ça passe. Je crois que c'est le nom seulement. L'Union africaine doit être d'abord restructurée. On doit travailler à l'Union africaine, la CEDEAO, c'est-à-dire les zones, les sous-régionaux, la CEDEAO, les zones régionales et tout ça là, il devrait maintenant se donner la main, avoir un secrétaire général de l'OUA puissant, donner la valeur. Pourquoi ne pas créer une monnaie africaine? Pourquoi ne pas avoir une armée
qui est là, qui parle au nom de l'Afrique. Je crois que la singularité de l'Afrique ne lui permettra d'avoir absolument rien au niveau international, M. Sagnon. Voilà, vous écoutiez donc M. Alpha Isiaga Diallo, grand contributeur au programme de Radio Top Africa. Merci de vos propos, M. Diallo. Vous l'avez dit, l'Afrique doit s'unir. Il faut une Union africaine forte et rénovée, une Union africaine qui prenne en charge les préoccupations sous-régionales. Vous avez parlé de la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, c'est la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Vous avez aussi en Afrique centrale la Communauté économique des États d'Afrique centrale, ou la CEMAC, et en Afrique australe, dans l'Afrique du Sud, c'est la SADC. Alors, et dans le nord, vous avez le Maghreb, Union du Nord-Maghreb. Donc, si toutes ces forces arrivent à se donner la main, la signature est signée donc de Alpha Isiaga Diallo, oui, l'Afrique pourrait évoluer, l'Union africaine deviendrait une force incontournable, mais il faudrait aussi également, mettre sur pied une monnaie africaine qui réponde aux besoins de l'Afrique. Le franc CFA d'un côté, le franc guinéen d'un côté, le CEDI ghanéen ou le Naira nigérian ne pourrait pas faire l'affaire de toute l'Afrique. Ou le dollar libérien ou léonais ou gambien, il faudrait une monnaie commune pour que l'Afrique parvienne à intégrer ses ressources et à les exploiter aux fins d'exportation pour que l'échange, la balance commerciale soit excédentaire pour que l'Afrique aille s'imposer à tout le reste du monde de par sa créativité, c'est vrai, son économie forte et unifiée. Voilà donc ce qui est bien dit. Alpha Isiaga Diallo, restez en ligne. Nous allons essayer de voir du côté de Maryland si M. Kaba est de retour parmi nous. M. Kaba, votre dernier mot rapidement. Avez-vous écouté M. Diallo? Ses propos sont pertinents de la politique à l'intégration économique. Nous sommes aujourd'hui en train de parler de la réforme de l'ONU. Vous, quel pourrait être votre dernier mot? L'Afrique demande une place. M. Diallo vient de dire l'Afrique ne devrait pas demander, l'Afrique doit s'imposer, l'Afrique a une place. Il suffit seulement que l'Afrique essaie d'enrichir ou d'unir ses forces. Ça, c'est le numéro un, d'unir ses forces et de renforcer, de rénover aussi l'Union africaine qui parle au nom de l'Afrique à travers le monde, mais aussi d'intégrer, n'est-ce pas, les forces sous-régionales économiques telles que la CEDEAO, la CEMAC en Afrique centrale et la SADC en Afrique australe, et bien sûr l'Union arabe, l'Union du Maghreb unie là, l'Union Maghreb qui comprend donc des pays d'Afrique du Nord, pour que l'Afrique vraiment réponde aux besoins de l'humanité et des Nations Unies. Alors, M. Kaba, votre dernier mot sur ce chapitre Nations Unies et Afrique qui demande une place au Conseil de sécurité de l'ONU qui est très, très restreint jusqu'à nos jours. Oui, merci. Oui, allez-y. Voilà, allez-y. Je vous comprends. Merci de m'avoir donné encore la parole. Mais ce que je voulais dire sur ce problème des Nations Unies, c'est que l'Afrique doit, comme mon prédécesseur a dit, doit d'abord s'unir, parce que l'union fait la force. On a vu tous nos grands qui sont passés, de Kwame jusqu'à Sékou Touré, tous ont voulu que l'Afrique s'unisse pour qu'il y ait l'union européenne. Parce que sans la force, on ne peut rien. Parce que ce que je comprends à travers le droit de veto là, c'est qu'il faut avoir une certaine force économique et tout ce qui s'ensuit. Alors, donc la balle est dans notre camp. On a vu que maintenant on décide pour l'Afrique. L'Afrique, lui, ne décide rien. L'Afrique ne peut. L'Afrique doit encore s'unir pour avoir la force. Parce que sans la force là, on ne peut rien. On a compris même l'intervention du monsieur là qui vient de dire que la Chine s'est imposée pour avoir le droit de veto. Donc, qu'est-ce qui fait cela? C'est parce que c'est la force économique et tout ce qui s'ensuit. Donc, ce que nous devions faire, nous devions avoir conscience qu'actuellement, on n'a aucune responsabilité dans ce monde-là, parce qu'on n'a aucun droit. Puisque ce qu'ils veulent, ce que l'Occident veut nous faire, c'est ce qu'il fait, parce qu'on n'a aucune voix, on n'a aucune force.
Ce que l'Afrique doit faire maintenant, c'est de s'unir, de voir ce problème-là, de savoir que actuellement on est sans décision, on nous dirige. Donc pour qu'on ait la force, il faut qu'on s'unisse et qu'on travaille plus dur et qu'on soit conscient. Parce que ce qui s'est passé en Libye, là, voilà, il n'y a pas eu de droit de veto. Sinon, si, par exemple, Kadhafi a été avec la Russie, jusqu'à présent, Kadhafi allait régner, mais parce que aucun pays qui a le droit de veto ne s'est imposé pour lui. Donc, l'Afrique doit s'imposer par tous les moyens, chercher d'abord encore, même l'arme nucléaire, là, ça c'est très important parce que tout cela, c'est des trucs dissuasifs. Si on ne présente rien, on ne peut pas nous écouter. Donc, pour le moment, c'est désespérant, mais il faut avoir la foi. Je crois qu'au futur, on verra que si nous ne unissons pas, à représenter le monde. Voilà, voilà donc merci à Monsieur Kava Mamadieu et à notre cher frère Alpha Issa Diallo. Une petite pause musicale, le temps pour vous de souffler car vos analyses sont croustillantes. Radio Top Africa, la radio au cœur des grands événements. Aujourd'hui, la politique internationale s'invite au débat. Les Nations Unies, la réforme de l'ONU, le Conseil de sécurité. Allez, on voulait souffler un peu avec ce jouk entier. Voilà, il faut profiter, l'Afrique doit profiter encore et toujours pour avoir une place aux Nations Unies. Profiter des grandes situations, l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Eh oui, les moments difficiles, voilà, il n'y a pas d'argent, mais la vie continue. Eh oui, ça c'est du créole jouqué que vous comprenez ici, mesdames et messieurs, nous sommes aux Antilles. Sous les cocotiers. Un clin d'œil à tous ceux qui nous écoutent au niveau du Cap Haïtien. C'est dans le nord d'Haïti là-bas. Et sans oublier nos auditeurs de Port-au-Prince, de la Havane à Cuba et à tout le reste del mundo là-bas dans les pays latinos. Vous pratiquez en ce moment même Radio Top Africa, la radio qui résonne dans vos oreilles. Première radio numérique à tous sur le continent américain ici, panafricain. Un clin d'œil à nos confrères de milliers d'Afrique et d'ailleurs et surtout bon séjour à notre ami Abbas Dieng qui est dans la région de Washington. Bonjour et bon séjour à monsieur Aboubakar Baldé de Gakou qui séjourne aussi à Washington DC dans le cadre de la commémoration du 54e anniversaire de notre accession à l'indépendance. La Guinée indépendante fait partie également de cette force africaine dont on parle ça. On vous a parlé de M. Diallo Telli, premier secrétaire général de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, qui a été rénovée et reformée pour devenir l'Union africaine en 92 sous la houlette de M. Alpha Oumar Konaré, Amra ici et bien sûr sur la conduite éclairée de feu Muammar Kadhafi, le colonel libyen. Et oui, l'Afrique doit parler avec une force. Un clin d'œil également à nos confrères de la radio Moutani 97.00 MHz dans la région de Goma. Et vous pouvez écouter Radio Moutani en direct sur le net à www.moutani.com. Moutani, ça s'écrit donc MUTAANI.com. Alors, c'est la radio qui fait parler à l'Afrique à partir de Goma, la capitale régionale dans le nord Kivu là-bas. Mesdames et messieurs, un clin d'œil également à nos confrères de Radio Télé Liberté Béni, ou un jour qui nous écoutent et qui nous retransmettent. Alpha Issa Diallo ne dira pas le contraire car ses expressions, ses analyses sont souvent très très appréciées dans la région. Alors un clin d'œil à El Hadj Koudra Maliro qui est notre premier auditeur à Béni et qui travaille pour Radio Télé Liberté Béni, praticable aux 105 MHz. Un clin d'œil également à nos confrères et partenaires de radio Évasion et Évasion Télévision à Conakry. Donc nous sommes au bord de l'océan Atlantique. Alors radio et télévision Évasion FM va très bientôt commencer à retransmettre nos programmes. Un clin d'œil également à nos confrères de toutes les radios privées de Guinée, sans oublier la radio nationale.
Alors, un clin d'œil également à Suleiman Diop de Techno Repair, Computer Repair and Sales. Suleiman Diop est à l'angle de New Hampshire Avenue et de Georgia Avenue à Washington, D.C. Pour donc tout besoin d'ordinateur, composez le 202 492 93 48. Ou écrivez à sdiop@technorepair.com. Un clin d'œil également à la compagnie de transport maritime R&B Shipping Company LLC, donc Monsieur Alpha Barry et René Dionamou à Baltimore vous attendent pour tous vos besoins de transport maritime en provenance ou en direction de la Guinée ou d'Afrique de l'Ouest. Pour les joindre, 410 336 4300. Je reprends. 410 336 4300. C'est à Baltimore, ici dans la ville dans l'État de Maryland. Et tous nos souhaits de bonne réussite à tous nos partenaires et amis à travers le monde. Un clin d'œil également à M. Landry Kio, qui va être désormais notre représentant Afrique du bureau Afrique basé à Abidjan, au bord de la lagune Ébrié. Landry Kio est le dirigeant du magazine Vue Magazine. Alors, et à travers lui, Madame Yvonne McCurry, que vous connaissez sur cette antenne et qui est actuellement en séjour au Ghana. Madame Yvonne McCurry est journaliste et ivoirienne d'origine. Alors, à l'ensemble de nos auditeurs dans les 4 coins de Konak, de Guinée, nous vous disons bonjour, en commençant par les auditeurs de Poredaka, de Pita, de Gongoré, de Mamou, Télimélé, Labé, et sans oublier la ville, le village de Wansan que nous connaissons bien. Bonjour à vous. Un clin d'œil également à tous ceux qui nous écoutent du côté de Nambaya, c'est à Cancan. Alors, Bafinatadji, Cancan, au bord du Milo. Et ceux qui nous écoutent au centre de la Guinée, à Dabola, au bord du Tenkiso. Un clin d'œil également à tous ceux qui nous écoutent du côté de Farana, à Bagna et à Faranaville même. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la carte postale de Radio Top Africa. Un clin d'œil également à tous ceux qui nous écoutent du côté de Bouquet, Kamsar, Sangaredi, sans oublier nos amis de Bofa et Fria. Vous êtes très nombreux à nous écrire et à nous soutenir. Un merci à tous ceux qui nous écoutent du côté d'Australie. Australie où il est 22h, il est 4h en heure locale là-bas, 4h du matin. Bonjour à vous, à Sydney, de Sydney à Melbourne, vous êtes à l'écoute de Radio Top Africa. Un clin d'œil également à tous ceux qui nous écoutent du côté de l'Ukraine, à Kiev notamment, à l'ensemble des étudiants guinéens et africains, sans oublier ceux qui vivent à Leningrad et à Saint-Pétersbourg, là-bas en Union soviétique. Merci à vous. Radio Top Africa au service des communautés guinéennes à travers le monde. Nous allons donc terminer cette édition sur la campagne électorale qui s'est achevée ici aux États-Unis, qui continue, le premier débat pan-américain. Alors, M. Alpha Issaga Diallo, quelle impression avez-vous ou quelle leçon avez-vous tiré donc du premier débat entre le président sortant Barack Obama et le candidat républicain Mitt Romney? C'était le mercredi dernier, je crois, à Denver et au Colorado là-bas, où un débat télévisé a opposé les deux candidats pour la présidentielle du 6 novembre prochain. Alors, quelle analyse, quelle leçon avez-vous tiré en tant qu'homme politique et quelle réflexion avez-vous donc tiré de ce grand premier débat? Ok, merci Monsieur Sagno. Encore bonsoir à ceux qui viennent de nous joindre tout de suite là. Monsieur Sagno, je crois que ici nous avons eu un débat vraiment très intéressant et ouvert, car c'était le président sortant, le président en exercice qui est là, qui a un bilan à défendre, et un autre qui est là, un candidat qui est là, qui est là, qui cherche toujours à convaincre, mais qui est au-dessus quand même de la mêlée. Il est toujours là, il promet, il change sa position, il fait des flip-flops comme a dit, comme dit les Américains ici. C'est un candidat flip-flop. Je crois que le premier débat que nous avons quand même pu assister, moi à mon avis, je crois que Obama s'est très très bien défendu. Il fallait défendre
quelque chose qui n'existait pas, car au moment où Obama prêtait serment ici, qu'il était investi comme étant président, je crois que la balance était zéro. Il fallait reprendre d'abord les activités, il fallait créer le travail, il fallait chercher la confiance de l'extérieur. Barack Obama avait beaucoup de choses à faire pour faire revivre la machine américaine. L'américaine ne pouvait même pas parler à l'extérieur. Je crois qu'il fallait quand même redonner quand même la confiance aux Américains pour chercher à savoir comment il faudra se développer. Je crois que c'est ce qui a manqué à Obama. C'était quand même, certains disaient qu'il pouvait offenser, mais il ne pouvait pas vraiment chercher à partir à l'offensive. Il devrait d'abord encaisser pour savoir, et quand même lui, c'est une réalité. Tout ce que Obama dit, c'est la réalité. Tout ce que Romney disait, c'était des discours de campagne. Je crois que les Américains ont tiré les leçons. Et oui, en même temps, après le débat, je crois qu'il n'y a pas eu de changement jusqu'à présent du côté des sondages. Les sondages restent intacts. Et Obama, chaque jour, a raison, cherche à avoir raison, mais ils ont dit 67 contre, je crois, 28. Mais n'oubliez pas que Obama devrait encaisser car il est le président en exercice. Il avait quand même quelque chose à défendre et lui, il a défendu par la réalité et l'autre, c'était un candidat qui vraiment veut avoir le pouvoir. Il était prêt à tout pour vraiment chercher à changer les données. En plus, M. Sagno, je vais attirer l'attention à tout le monde ici que la politique américaine, elle est très mûre. Elle est très, très mûre. Il ne faut pas voir la face. Il ne faut pas voir ce qui se passe à côté. Tout est compté, tout est mesuré, tout est quand même discuté à l'avance avant que ça soit là. Mais je dirais que si toutefois, vous avez vu, les Américains ont donné Romney gagnant, c'est pour chercher à calmer le jeu, c'est pour chercher à encourager ce candidat à utiliser son argent. Et si toutefois, ce jour, Mitt Romney perdait les sondages, perdait le débat, il allait diminuer les dépenses, il allait diminuer tout ce que vous voyez, les publicités au niveau des télés et tout ce qui s'ensuit. Tout ça, ça compte en campagne aux États-Unis d'Amérique. Il fallait le soulager pour qu'il investisse l'argent récolté, pour ne pas qu'il aille avec cet argent et qu'il cherche à dépenser l'argent et pourquoi pas encore prendre des crédits avec les autres. Je crois que ça, c'est très important en Amérique ici. Voilà. Et la campagne qui est là, il fallait récolter. De l'argent récolté doit être dépensé. C'est pourquoi, toujours encore, ils ont dit que le président en exercice presque ne peut pas gagner le premier débat car il a un bilan à protéger, il a un bilan à défendre, monsieur Sagno. Ça nous a donné une leçon. Nous qui voulons être quand même, nous avons des ambitions politiques. Quand il est au pouvoir, il faudra chercher à travailler, il faudra chercher à soulager, il faudra chercher à unir, il faudra chercher vraiment à être président de tout le pays là où tu es président. Je crois que c'est très important, c'est une leçon à tout le monde. Merci beaucoup à M. Alpha Isiaga Diallo. Alors, M. Kaba, vous êtes toujours à l'écoute et vous avez suivi votre compatriote. Alors, vous, en tant qu'observateur de la vie politique américaine ici, quelle leçon avez-vous tiré du premier débat, le premier face-à-face, le président Obama et le candidat Mitt Romney? Merci de m'avoir redonné la parole. Ce que je pense de ce grand débat-là, c'est ce que tous les Américains ont pensé parce que pour le premier débat-là, Mitt Romney a vaincu parce que franchement, il est vraiment plus décontracté. Il était plus décontracté que Obama. Alors, et puis, il avait beaucoup d'avance, il faut le reconnaître, parce que avec le primaire là, il avait eu le temps d'affronter assez de candidats. Oui, M. Kaba, nous vous perdons dans le studio ici. La qualité de votre intervention s'est dégradée. Voilà, donc, mais l'essentiel a été compris. Nous allons donc
clôturer cette émission sur une note musicale qui nous vient d'Afrique du Sud. Alors, vous l'avez dit, hein, le premier débat, selon vous, donc, Mitt Romney, selon l'ensemble des analystes et politologues, tout ça, Mitt Romney a emporté, voilà, nos confrères de CNN lui ont donné 67% contre 22%, mais Alpha Issa Diallo, vous l'avez dit, la campagne aux États-Unis, tout le monde le sait, comment ça se passe. Donc, voilà. Donc, c'est sur cette note de campagne électorale américaine que nous allons fermer portes et fenêtres de cette 91e édition de Washington Débat en ce samedi 6 octobre. À l'ensemble du peuple de Guinée et aux communautés guinéennes à travers le monde, nous vous souhaitons joyeuses fêtes de l'indépendance, car la Guinée indépendante, c'était le 2 octobre 1958. 2 octobre 1958, 2 octobre 2012. Cela fait 54 ans, jour pour jour, que la Guinée